Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. À quoi ressemble le gouvernement Hérault 2? Pas de chamboulement, mais des modifications plus importantes que prévu. 4 nouvelles personnalités font leur entrée dans l'équipe, dont 3 sénateurs. Thierry Repentin à la formation professionnelle, Hélène Conway chargée des Français de l'étranger, Anne-Marie Escoffier en charge de la décentralisation. À noter également le passage de Nicole Bricq de l'écologie au commerce extérieur. Elle laisse ainsi son Marocain à Delphine Batho qui devient la nouvelle ministre de l'écologie et du développement durable. On parle de tous ces changements avec les éditorialistes Guillaume Tabar des Échos et Alain Offray de Libération tout à l'heure. Et puis le poste était très convoité. Ségolène Royal y aspirait fortement. Il faut dire que c'est un rôle prestigieux, doté de pouvoirs importants. Le prochain président de l'Assemblée nationale sera Claude Bartolone. Arrivé très largement en tête au premier tour, son élection sera officiellement entérinée mardi prochain. Parlementaire aguerri, habile négociateur, il devra aussi faire preuve de neutralité. L'opposition, en tous les cas, y veillera de près. Et puis après de réelles tensions, Angela Merkel et François Hollande se retrouveront demain à Rome chez l'Italien Monti en compagnie de l'Espagnol Rajoy. L'urgence des réponses à apporter à la crise devrait contraindre le couple franco-allemand à mieux s'entendre. Ni l'un ni l'autre ne peuvent se permettre d'assombrir un ciel européen déjà bien noir. L'analyse à suivre tout à l'heure de notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être notre compagnie ce soir. On l'annonçait limité. Finalement, le remaniement apparaît ce soir plus important que prévu. Comme je vous le disais dans les titres, il fait la part belle aux sénateurs. Avec l'entrée du sénateur Thierry Repentin et des sénatrices Anne-Marie Escoffier et Hélène Conway, un proche de Ségolène Royal, et Guillaume Garot rejoint aussi le gouvernement. La parité est donc toujours respectée. Le premier conseil des ministres de cette nouvelle équipe aura lieu demain. Tous les détails ce soir avec Julie Hulin. C'est finalement 4 nouveaux ministres qui font leur apparition dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Parmi eux, pas moins de 3 sénateurs. Son nom circulait, Thierry Repentin est nommé ministre délégué à la formation professionnelle. Un lot de consolation pour ce spécialiste de l'habitat qui espérait devenir ministre du logement. Anne-Marie Escoffier, sénatrice de l'Aveyron, devient-elle ministre déléguée chargée de la décentralisation? Hélène Conway, sénatrice représentant les Français établis hors de France, est-elle nommée logiquement au poste de ministre déléguée chargée des Français à l'étranger? 3 sénateurs pour redonner le sourire à la Haute Assemblée. Autre nouveau venu, Guillaume Garot, député mayennais proche de Ségolène Royal, dont il était le porte-parole en 2009. Il est nommé ministre délégué chargé de l'agroalimentaire. Pour le reste, il était prévu, le jeu des chaises musicales a bien eu lieu. Delphine Batho, qui n'avait pas réussi à trouver sa place auprès de Christiane Taubira, devient ministre de l'écologie et de l'énergie, une place occupée auparavant par la sénatrice Nicole Bricq, qui devient-elle ministre du commerce extérieur. Un nouveau portefeuille qui correspond sans doute plus à cette ancienne rapportrice générale de la Commission des Finances. Avec ces changements, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault reste ainsi à parité, 19 hommes et 19 femmes. Et puis dans l'actualité, il est décrit comme un parlementaire aguerri et un habile négociateur. Le député PS de Seine-Saint-Denis, Claude Bartolone, a été élu par les socialistes comme leur candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Il est ainsi assuré de décrocher le perchoir mardi prochain grâce à la majorité dont dispose le PS dans l'hémicycle. On va écouter tout de suite sa première réaction tournée vers l'opposition. J'espère leur faire honneur au moment où l'Assemblée aura voté et j'espère pouvoir être digne à la fois de la fonction que représente le poste de président de l'Assemblée nationale dans notre fonctionnement démocratique et j'espère que je serai à la fois un bon président reconnu par la majorité mais aussi un bon président reconnu par l'opposition. Je sais ce que représentent les conditions qui doivent être offertes à l'opposition dans l'Assemblée nationale pour qu'elle puisse se sentir dans un lieu où elle s'exprime et elle participe à la démocratie. Et réaction de Ségolène Royal qui souhaite, je cite, très sincèrement à Claude Bartolone de réussir dans la fonction qu'elle voulait obtenir.
Et l'on évoque à présent une question délicate, celle du nombre de fonctionnaires dans un contexte budgétaire, il faut bien le dire, très tendu. Un secteur embauche, il s'agit de l'éducation nationale, avec 60 000 postes supplémentaires durant le quinquennat. C'est la promesse principale de François Hollande. Mais en plus du financement se pose une question cruciale, celle du recrutement. Un casse-tête. Où trouver les 1000 enseignants promis dès septembre alors que les vocations se font très rares? On voit tout cela avec François Goulin. Le plus beau métier du monde n'a plus la cote. L'année dernière, près de 1000 postes de professeurs de collège et lycée n'ont pas été pourvus, faute de candidats. Et dans certaines académies, les IUFM font face à de graves pénuries d'étudiants. Les enseignants évoquent régulièrement leurs souffrances au quotidien et les difficultés de la profession. Pas de quoi susciter des vocations. Les conditions d'exercice du métier sont sans doute plus difficiles qu'auparavant. Pour un tas de raisons, les suppressions de postes de ces dernières années n'y sont pas pour rien, avec une remontée des effectifs, avec pour les écoles primaires la disparition des réseaux d'aide qui permettaient d'aider les enseignants à prendre en compte les élèves en très grande difficulté. Il y a donc un isolement important dans l'exercice du métier. Salaire faible, manque d'accompagnement, absence de perspective d'évolution de carrière, le milieu a souffert ces 5 dernières années. Des solutions, cette sénatrice en propose en nombre. Brigitte Gonthier-Maurin dresse elle aussi un constat alarmant auquel il faut répondre dans l'urgence. Il faut donner des signes, il faut restaurer la confiance. Et la confiance, les signes, c'est d'abord des actes. Et moi, je crois que le gouvernement annoncerait qu'il stoppe la RGPP, qu'il remet immédiatement sur le tapis la question de la formation avec des éléments tout de suite pour la rentrée 2012 et qu'il appelle à construire ensemble une grande réforme négociée de l'éducation nationale. Moi, je crois que ça pourrait susciter des engagements nouveaux. Des moyens, c'est ce que réclament les enseignants. Pourtant, le budget de l'éducation reste le premier budget de l'État. La réforme, s'il doit y en avoir une, devra aussi savoir redorer le blason d'une école publique en crise. Et justement, pour recruter dans l'éducation nationale, il faudra réduire ailleurs le nombre de fonctionnaires. L'équation avait été clairement exposée par François Hollande durant sa campagne, mais le passage à l'acte s'avère délicat. Les démentis embarrassés se sont multipliés aujourd'hui après l'annonce par le Figaro d'un plan secret et drastique du gouvernement. Les détails avec Jérôme Rabier. Impossible de connaître les détails du projet du gouvernement en termes d'économie budgétaire. Il va pourtant bien falloir compenser les 60 000 postes qui seront créés durant le quinquennat. Le Figaro de ce matin annonce un plan secret de non-remplacement de 2 fonctionnaires sur 3, hors ministère de l'Éducation, de la Justice et de l'Intérieur. Matignon dément en contestant l'exactitude des chiffres, mais pas le principe. Michel Sapin rappelle lui la règle fixée par François Hollande durant sa campagne. Il n'y aura pas de diminution globale du nombre de fonctionnaires. Mais je pourrais le dire autrement, il n'y aura pas d'augmentation globale du nombre de fonctionnaires. Si on augmente quelque part, ça veut dire que dans un autre ministère, nous n'avons pas cessé de le dire pendant toute la campagne électorale, il n'y aura pas d'augmentation de ces effectifs. Donc, en clair, les arbitrages entre ministères ne sont pas encore définitifs, les chiffres avancés ne sont donc pas figés, mais tout le monde confirme que des efforts seront nécessaires, un contre-coup des promesses électorales selon la droite. Pour avoir promis 60 000 recrutements de professeurs, M. Hollande va être obligé non pas de faire le 1 sur 2, c'est-à-dire le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 à la retraite, mais le 2 sur 3, c'est-à-dire une politique d'une brutalité inouïe dans tous les autres ministères hors éducation nationale. Un séminaire gouvernemental est prévu lundi à Matignon. Tous les ministres seront présents et les premiers arbitrages seront rendus. Des économies de fonctionnement leur seront également réclamées. Les efforts annoncés par Jean-Marc Ayrault deviendront alors bien concrets. Et pour commenter et analyser cette riche actualité politique et économique, avec nous ce soir, Guillaume Tabar, bonsoir. Bonsoir Sonia. Éditeur Les Échos, avec nous également notre chroniqueur Jean-Luc Gombaud. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Sonia. Guillaume, parlons d'abord de ce remaniement, moins limité que prévu, il y a quand même des changements. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de ce remodelage de l'équipe Ayrault? Qui ne sert strictement à rien. Un remaniement au lendemain de l'élection législative, ça sert soit à modifier la donne politique, souvenez-vous 81, les communistes rentrent au gouvernement après les législatives, soit à tirer les leçons d'échecs électoraux. Alain Juppé qui doit quitter le gouvernement en 2007 ayant été battu à Bordeaux. Là, il n'y a aucune modification politique. On rajoute, le gouvernement était déjà nombreux, 34 ministres et ministres délégués, on est maintenant à 38, avec
même si l'agroalimentaire, c'est utile en soi, il y a eu des gouvernements où on en a mis un. Le tout premier ministre en charge de l'agroalimentaire, ça avait été Jean Tibéry en 1976. Bon, il y a plein de gouvernements où il n'y en a pas eu et ça n'a pas rien changé. Le seul élément, c'est le départ de Nicole Bricq pour le commerce extérieur et son remplacement par Delphine Batho. En clair, il s'agissait de régler un problème personnel, celui de Delphine Batho, qui ne s'entendait pas avec Christiane Taubira, la justice. On va rentrer dans les détails, mais c'est quand même un remaniement qui fait la part belle aux sénateurs. Certains, dont Thierry Repentin, avaient publiquement regretté que le gouvernement Hérault 1 ne s'ouvre pas davantage au Sénat. L'offense est réparée clairement ce soir. Bon, y avait-il offense d'abord? Est-ce qu'un gouvernement est censé refléter exactement la composition des assemblées? Cela dit, c'est bien qu'il y ait dans un gouvernement et des députés, et des gens qui étaient députés et des personnalités qui étaient sénateurs. Bon, mais une fois encore, ça ne modifie en rien l'équilibre politique du gouvernement. Pour la coloration quand même, parce qu'on souligne que la sénatrice Anne-Marie Escoffier, qui est devenue ministre déléguée chargée de la décentralisation, est une radicale de gauche. Oui, bah, ça en fait un de plus. Pour un parti qui passe quand même assez peu dans la vie politique française. Alors, on a annoncé par exemple l'arrivée de Robert Hue, ex-communiste qui avait quitté le Parti communiste et qui avait soutenu François Hollande dès le début en espérant devenir ministre. L'arrivée ne l'est pas. Pourquoi? Parce que les communistes ont fait le choix de ne pas entrer au gouvernement, et ça c'est un signal politique important, ce refus d'entrer au gouvernement. Ils ont bloqué son entrée, ils l'ont laissé à la porte du gouvernement. C'est pas la première fois, les communistes ne sont pas au gouvernement, mais ils sont dans la majorité, et faire rentrer au gouvernement quelqu'un qui pour eux est le symbole de la trahison aurait fait mauvais effet, les communistes ne le voulaient pas. C'est au moins un petit geste que leur fait François Hollande. Alors ce remaniement, c'est peut-être aussi l'occasion de réparer quelques oublis, quelques erreurs, Jean-Louis Gombault, notamment en ce qui concerne le commerce extérieur. Maintenant, il y a un portefeuille plein, c'était nécessaire? Alors, je pense qu'on a réparé une erreur de casting préalablement. Évidemment, on se dit, à quoi sert un ministre du Commerce extérieur? Ça ne sert à rien. C'est pas le ministre du Commerce extérieur qui va doper les exportations, qui est notre talon d'Achille, c'est la compétitivité de l'économie française. Il se trouve qu'une majeure partie, une grosse partie en tout cas, des exportations françaises passent par des gros contrats, des grands contrats, et généralement avec des pays émergents qui sont encore très étatisés. Ils veulent avoir affaire à un ministre. Ils veulent avoir affaire à un ministre. Quand ils viennent, on avait dit lors du précédent gouvernement, Moscovici réglera la question. Mais en fait, il n'a pas le temps d'aller recevoir, il n'a pas le temps de visiter la planète en permanence. Il y a un travail diplomatique et puis il y a aussi un travail de voir si les grands exportateurs, les entreprises sont bien représentés dans les projets de loi pour faciliter leurs explorations, pour apporter des garanties aux contrats signés. Et on a besoin d'un ministre du Commerce extérieur, même si on sait que ce n'est pas ça qui va résoudre le problème, comme le peut faire un ministre du Budget, par exemple. Et Jean-Louis, ce ministre, c'est Nicole Bricq. Est-ce que pour elle, c'est un retour aux sources, aux chiffres, j'allais dire? Alors, alors c'est le rapporteur de la commission des finances du Sénat, fait partie donc de ces sénateurs. Mais elle était déjà la seule sénatrice, oui, qui était entrée au gouvernement. Elle s'est toujours intéressée aux questions économiques. Elle s'intéressera au commerce extérieur. Oui, mais j'ai noté, Guillaume Tabar, qu'elle a été la cible quand même ces derniers jours de plusieurs attaques d'ONG pour avoir notamment promis une remise à plat d'un permis de forage accordé à Shell, c'est au large de la Guyane. Finalement, ça a été validé par le gouvernement. Est-ce qu'elle a payé un petit peu cette hésitation, peut-être? Elle était en rodage sur les dossiers de l'écologie. Sincèrement, je n'oserais pas dire. C'est vrai qu'il fallait pourvoir à ce poste. Il fallait régler le problème bateau. Bon, et c'est un peu le problème dans un gouvernement, mais ça c'est pas propre à la gauche, ça arrive dans tous les gouvernements, quelle que soit l'étiquette politique. Souvent pour des jeux de personnes, on en vient à faire un jeu de chaise musicale. On se dit un ministre qui était là depuis à peine un mois, qui avait commencé à s'affronter un dossier, hop, il doit passer à autre chose. Vous me direz que le problème des politiques, c'est justement de pouvoir s'adapter aux situations, mais je pense aussi que la continuité, notamment pour les interlocuteurs, d'un ministre, c'est aussi une bonne chose. Vous avez parlé de Delphine Batho. Elle s'accommodait mal, semble-t-il, de la tutelle de Christiane Taubira. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, il y a une réalité simple aussi. Tous les ministres le disent. Ils le confient en privé, il le dit rarement publiquement. Mais un ministre de plein exercice, en général, n'aime pas avoir un ministre délégué dans les pattes, parce que, bien sûr, ça peut le décharger d'une partie du travail, mais surtout, il y a des problèmes d'attribution, parce que soit le ministre délégué a des compétences propres, auquel cas le ministre dit alors et moi dans tout ça, ou alors il n'y a pas de compétences propres, c'était le cas de Delphine Batho, et en permanence le ministre plein et le ministre délégué se marchent sur les pieds. Donc voilà, dans certains cas ça peut marcher, là visiblement ça ne marchait pas. Et on a vu la même chose avec Borloo, Kosciusko-Morizet, tout à fait, qui s'entendaient pas du tout et il a fallu régler la question.
Thierry Repentin, sénateur socialiste de Savoie, qui fait donc son entrée dans cette équipe, avec ce portefeuille de la formation professionnelle. Il y a beaucoup à faire dans ce portefeuille pour les jeunes des quartiers en difficulté qui peinent à accéder à l'emploi, mais aussi pour la jeunesse sans qualification, en général victime d'un chômage massif. C'est un dossier qui est lourd également et qui était sous la tutelle de Michel Sapin. Tout à fait, oui. Alors c'est vrai que cette question de la formation professionnelle a été notamment une des questions portées dans la campagne présidentielle, et d'ailleurs par tous les candidats. Tous les candidats disaient que c'était une des priorités, que justement pour redonner un peu de mobilité au marché du travail, il fallait redoper la question de la formation professionnelle. Bon, donc, c'est un signe important, Jean-Louis Gombault, peut-être ce vous savez portefeuille. que François Hollande avait dit « Je veux que mon quinquennat soit placé sous le signe de la jeunesse ». Alors évidemment, et notamment la question du chômage des jeunes, qui est une véritable plaie de la société française. Il a son contrat de génération, puisque en fin de compte, les anciens aideront à la formation, à mettre un pied à l'étrier aux plus jeunes. Et effectivement, la formation professionnelle, c'est important pour lui. Guillaume Tabar, est-ce qu'il a été question d'enrôler d'autres sensibilités au gouvernement? Est-ce que des personnalités du MoDem ont été envisagées? Est-ce que l'ouverture a été voulue à un moment, puis finalement pas décidée? Bon, ça, le MoDem, il n'en était pas question. D'abord, parce que le MoDem, c'est François Bayrou. Et François Bayrou a été battu par une candidate socialiste. Donc il y aurait une certaine incohérence à le faire entrer au gouvernement. Et puis, malheureusement pour lui, aujourd'hui, François Bayrou n'a pas le poids politique qui lui permettait de compter dans une majorité nouvelle. François Rebsamen avait évoqué, en disant que lui, à titre personnel, il aimerait bien que le gouvernement s'élargisse aux centristes, mais ça n'a pas été une hypothèse sérieusement envisagée. Donc je dis, la seule question qui était vraiment sur la table, c'était celle de la participation des communistes. Bon, les communistes ont dit non. Ils ont dit non. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le PS avait une majorité absolue à lui tout seul à l'Assemblée, eh bien, ça veut dire que le gouvernement Ayrault avait les mains libres pour mettre en œuvre strictement le programme voulu par François Hollande, sans faire la moindre concession, sans faire la moindre négociation avec qui que ce soit d'autre, pour amender son projet. Or, un parti qui va entrer au gouvernement, eh bien, il a besoin de prouver qu'il sert à quelque chose et qu'il pouvait peser. Donc, à partir du moment où il ne pouvait pas peser, ils ont préféré rester en dehors. Je crois que c'est la première fois depuis très longtemps qu'il n'y a pas de ministre d'ouverture. Dans les précédents gouvernements, enfin vous me corrigerez, mais les 3 ou 4 derniers, il y avait toujours des ministres dits d'ouverture. Là, on n'a pas de ministre. Et de ministres de la société civile. On a eu à plusieurs reprises dans les... Là, on a un gouvernement de gauche socialiste. Mais ça, François Hollande l'avait assumé lorsque, pendant la campagne, il était interrogé sur le bien fondé de ministre d'ouverture. Lui disait clairement que ça n'avait jamais fonctionné. Et c'est vrai que dans le passé, ça n'a jamais été les exemples les plus réussis de ministres venant ou d'entreprises ou d'autres univers. Bon. Et lui, il avait dit clairement, un ministre, c'est un responsable politique, donc je ne prendrai que des élus. Autre entrée, et c'est la dernière qu'on va commenter, c'est Guillaume Garot, un proche, très proche de Ségolène Royal, qui rentre dans cette équipe Héros 2. Quel signe faut-il y voir? Alors certainement un signe d'amitié à l'égard de Ségolène Royal, qui a non seulement été battue, qui du coup n'aura pas eu le perchoir, alors qu'elle était censée faire partie de l'équilibre du dispositif mis en place au lendemain de la victoire de la gauche. Donc signe d'amitié à l'égard de Ségolène Royal. Et puis reconnaissance aussi, je pense, personnelle pour Guillaume Garot, qui il y a quelques années avait gagné la mairie de Laval, qui était un parlementaire encore jeune, qui est un parlementaire de talent. Bon, c'est une sorte de... C'est logique. Oui, logique en tout cas, c'est une promotion personnelle pour quelqu'un qui a un poids personnel au sein de la majorité. Avant de passer à la suite, à ce qui nous attend, à l'heure de vérité ou l'heure des comptes, une dernière question, parce que je reviens quand même à ce que je disais tout au début, Guillaume Tabar, ce remaniement fait la part belle aux sénateurs, on l'a dit, 3 sénateurs, 1 sénateur, 2 sénatrices. On a aussi appris que Jean-Marc Ayrault, pour le 3 juillet, lors de son discours de politique générale, il viendrait également en personne au Sénat. D'habitude, ce n'est pas le cas, ce n'est pas la tradition, c'est quand même beaucoup de signes tout à pour fait, cette Chambre. La tradition, c'est que le Premier ministre prononce son discours de politique générale à l'Assemblée et que le numéro 2 du gouvernement, en l'occurrence c'eût été Laurent Fabius, prononce au même moment le discours écrit par le Premier ministre devant les sénateurs. Là, c'est vrai que c'est un signe de respect, d'amitié pour le Sénat. J'ajouterais que c'est aussi la preuve qu'il va se passer des choses importantes dans ce gouvernement sur les collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'il va faire beaucoup allusion. Il y a un problème de financement, un problème de recettes, de réforme fiscale. Et donc, on a intérêt quand même à pas flatter, on va peut-être leur demander des efforts. Il faudrait quand même vérifier. J'avoue que avoir une mémoire moins pas infaillible sur ce point, mais il me semble que Jean-Pierre Raffarin, qui avait été nommé Premier ministre en 2002 et qui lui venait du Sénat,
avait également prononcé lui-même le discours devant le Sénat. Faudrait le vérifier, il me semble bien. Alors, et maintenant, c'est la question, est-ce qu'on arrive à l'heure des comptes? Y a-t-il, Jean-Louis Gombault, selon vous, un plan secret du gouvernement pour réduire le nombre de fonctionnaires dans les ministères qui ne sont pas sanctuarisés, c'est-à-dire tout sauf l'éducation nationale, la justice et la sécurité? Le Figaro évoquait le non-remplacement de 2 fonctionnaires sur 3 partant à la retraite. Ça a fait sensation aujourd'hui. Il y a eu des démentis de Matignon et de François Hollande. Qui dit vrai? Timide, enfin démenti net de François Hollande, démenti net de François Hollande, mais M. Sapin n'a pas vraiment démenti. C'est pas un plan secret, c'est de l'arithmétique. C'est très simple. Il y a en gros 2 millions de fonctionnaires. Et M. Sapin l'a répété, et François Hollande l'avait dit au cours de la campagne électorale, je stabilise, c'est-à-dire que je ne fais pas moins comme M. Sarkozy, je ne fais pas plus 2 millions. J'embauche non seulement 12 000 professeurs ou personnel d'enseignement, mais en plus 1000 dans la sécurité, le ministère de l'Intérieur et la justice, donc 13 000 par an. Et si, évidemment, je ne veux pas augmenter le nombre de fonctionnaires, il faut que j'en trouve 13 000. Où est-ce que je vais les trouver? En gros, dans les fonctionnaires qui ne travaillent pas dans l'éducation nationale, ni au ministère de l'Intérieur, ni à la justice, ils sont en gros 600 000. Donc il faut en trouver 13 000 sur 600 000 chaque année. Ça veut dire, en gros, une baisse de 2 à 2,5% du nombre de fonctionnaires qui travaillent dans ces ministères-là. On va les trouver dans ceux qui partent à la retraite. Grosso modo, il y en a dans ces 600 000, il y en a 20 000 par an qui partent à la retraite. 13 000 sur 20 000, vous avez 2 sur 3. Alors, donc on retrouve les 2 sur 3. C'est tout simplement de l'arithmétique toute bête. Et c'est vrai que l'on voit que l'arithmétique ne fait pas toujours bon ménage avec la politique, parce que c'est vrai que pendant la campagne, vous l'avez rappelé, Hollande a toujours dit clairement, il y aura stabilisation. Bon, mais souvenez-vous, le nombre à chaque fois il disait, et j'embaucherai dans l'éducation nationale et intérieur justice. Bon. Et à chaque fois, dans toutes les émissions, on disait, oui, d'accord, mais où allez-vous en supprimer? Et jamais pendant la campagne, ni lui ni aucun socialiste n'ont répondu à cette question. Maintenant, dire 2 sur 3 ailleurs, c'est qu'il y a bien un moment où il faut mettre clairement les chiffres. La droite, elle s'engouffre dans la brèche. Valérie Pécresse accuse le gouvernement de démanteler certains ministères. L'ancien ministre du Budget parle de brutalité inouïe. Bon, c'est le jeu de l'opposition, mais on va loin. Oui, brutalité inouïe. Là, c'est vrai que c'est le jeu de l'opposition, parce que qu'on soit 1 sur 2 ou 2 sur 3, bien sûr, ça c'est... le chiffre n'est pas le même, mais c'est quand même la même logique de dire que l'on fait une légère cure d'amaigrissement à la fonction publique. C'était quand même l'objectif réclamé par la droite, en expliquant que l'État ne serait pas moins bien géré, moins bien administré avec quelques fonctionnaires en moins. Bon, donc à la limite, on pourrait s'attendre à ce que la droite applaudisse plutôt à cette nouvelle règle de 2 sur 3. À la nuance près qu'effectivement on stabilise donc le nombre de fonctionnaires, donc ça veut dire qu'on ne trouve plus d'économies dans la fonction publique. Donc il va falloir à ce moment-là les trouver ailleurs. Et ailleurs, c'est où? Puisque la masse salariale restera constante, puisqu'on n'augmente pas et on ne diminue pas le nombre de fonctionnaires. Ça sera dans les dépenses d'intervention de l'État. Et c'est là où ça va faire très mal, parce que pour l'instant, les économies ont fait mal aux fonctionnaires, notamment de l'éducation nationale, mais là, on va faire mal dans les dépenses. Qu'est-ce que c'est que les dépenses d'intervention de l'État? C'est les subventions qu'on accorde aux collectivités locales, c'est les différentes allocations qu'on peut trouver aux entreprises. Enfin bref, c'est la politique au jour le jour de l'État. Et là, ça représente 40% des dépenses publiques. Et c'est là maintenant que vont porter les économies, parce qu'on ne baisse pas la dépense si on fige la fonction publique. Alors Jean-Louis parle d'un sujet important, ce sont les collectivités locales. Il y a des états généraux de la démocratie territoriale qui ont été lancés par le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, qui vont se tenir à la rentrée. Il y a une réforme annoncée par François Hollande de la décentralisation. Les collectivités locales, elles ont souvent une image dispendieuse. Est-ce qu'on va leur demander, est-ce que d'abord c'est le cas, et est-ce qu'on va leur demander de faire elles aussi des efforts? Alors, avant qu'il y ait une réforme des collectivités locales, il y aura surtout l'arrêt d'une réforme, puisque le gouvernement précédent avait entamé une réforme territoriale qui devait notamment conduire à la création du conseiller territorial qui aurait remplacé conseillers généraux et conseillers régionaux, ce qui arrivait à diminuer. Alors le gouvernement au départ avait dit de moitié, mais en fait c'était plutôt d'un tiers le nombre total des élus départementaux et régionaux. Bon, ça, François Hollande a arrêté cette réforme. Enfin, il faut maintenant qu'il la confirme. Donc, ce qui fait qu'on resterait dans la structure classique avec un département et son conseil général et les régions avec leurs conseils régionaux. Donc, ça, ce sera un premier coup d'arrêt. Maintenant, la question sera au niveau des services déconcentrés de l'État, où il reste un nombre incroyable de doublons. Entre la fonction publique d'État et puis la fonction publique décentralisée. Et là, c'est vrai qu'aucun gouvernement, pour l'instant, ne s'y est sérieusement attaqué. Alors, messieurs, oui, Jean-Louis. Non, simplement, il y a 3 secteurs dans la fonction publique. La fonction publique d'État, celle dont nous parlons
en permanence la fonction publique territoriale et la fonction hospitalière. Je pense que cette affaire territoriale est extrêmement importante parce que tous les élus sont socialistes. Et tous les élus sont socialistes. Et ces gens-là vont se trouver confrontés à des gestionnaires qui vont leur demander à eux d'importants efforts au niveau de l'emploi. Et ça risque de créer de sacrées tensions à l'intérieur, comme on dit maintenant, de la famille politique. Alors, messieurs, des coupes sont aussi prévues chez Air France. La compagnie veut supprimer 10% de ses effectifs d'ici à la fin 2013. Il n'y aura pas de licenciement si les syndicats accèdent le plan de la direction qui a resserré les délais. Les départs devront se faire dans les 18 mois. On voit tous les détails avec Mounir Soussi et on en parle juste après ensemble. La direction d'Air France préparait cette annonce depuis plusieurs mois. Pour réduire sa dette qui approche les 6,5 milliards d'euros, la compagnie a décidé de réduire son personnel. Nous avons exposé aux organisations syndicales ce matin le contenu des mesures sociales et elles révèlent un sureffectif de 5122 personnes. 5122 postes amenés à disparaître, soit 10% du personnel d'Air France d'ici fin 2013. Le groupe s'est transformé ces 10 dernières années à travers la fusion avec KLM et la modernisation de sa flotte. Mais il n'a pas été épargné par les difficultés. Entre l'arrivée des low-cost, la concurrence du TGV et les crashs spectaculaires du Concorde et du vol Rio-Paris. Pour rebondir, il lui faut donc s'attaquer à ses points faibles. Un endettement qui est énorme, qu'il faut absolument réduire. Des coûts structuraux, notamment des coûts salariaux extrêmement élevés par rapport à ses concurrents, et un sureffectif que la crise de 2008 a manifestement mis en évidence. Aujourd'hui, aucun licenciement sec n'est annoncé, mais la direction demande par avance de nouvelles concessions aux syndicats pour conserver ce statu quo. Jean-Louis, est-ce que ce plan est incontournable pour Air France et pour sa quête de la compétitivité? Le journaliste de Air Cosmos n'a pas donné le chiffre, mais on le connaît. Il y a une différentielle de productivité de 30% par rapport aux autres compagnies. Et il y a une bagarre concurrentielle absolument énorme entre non seulement les locaux sur le court et moyen courrier, mais de plus en plus les compagnies aériennes du Golfe qui combattent Air France et d'autres sur le long courrier. Le problème, c'est qu'effectivement, le marché n'est pas non plus extensible et donc Air France est trop cher. Donc effectivement, là, on est devant le premier gros dossier social d'un gouvernement socialiste et dans lequel l'État a quand même 13% du capital d'Air France. Alors, quelle est la marge de manœuvre, justement, Guillaume Tabar, de l'État sur ce dossier très important et très sensible? Je dirais que toute la question sera celle de la capacité de la direction d'Air France à travailler en bonne intelligence avec le gouvernement, parce que bien sûr, il y a une entreprise à gérer et depuis des décennies, le statut d'Air France a évolué. Bon, et on se souvient de périodes, notamment je pense à la période où Christian Blanc était président d'Air France, où il avait porté lui-même, il avait assumé un certain nombre de réformes du statut d'un certain nombre d'agents, bon, qui sont toujours des choses délicates à faire. Bon, on se souvient aussi qu'il avait fait un référendum interne à l'entreprise, qu'il avait gagné, je crois. Hein, bien sûr. Mais il s'est heurté à Lionel Jospin, oui. Et il a démissionné. Oui. Bon. Mais voilà, donc il y a la question déjà du poids et de la force d'une direction d'une entreprise à assumer un certain nombre de choix sociaux qui sont difficiles. C'est donc le dossier qui va occuper l'actualité des prochains jours, Jean-Louis. S'il n'y en a pas d'autres qui prennent sa place, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec le dossier Dolnay le 24 juillet, et puis ça va continuer malheureusement comme ça au cours de l'été et peut-être à la rentrée. On aura donc l'occasion d'en reparler ensemble. Merci beaucoup, messieurs, pour cette analyse. On arrive à la fin de ce journal et on vous rappelle bien sûr la principale information. On l'annonçait limité. Finalement, le remaniement apparaît ce soir plus important que prévu. Il fait la part belle aux sénateurs, comme on vous l'a dit ce soir, avec l'entrée du sénateur Thierry Repentin et des sénatrices Anne-Marie Escoffier et Hélène Conway, un proche de Ségolène Royal. Et Guillaume Garot rejoint aussi l'équipe. La parité est toujours respectée dans ce gouvernement élargi. On vous rappelle que le premier conseil des ministres de cette nouvelle équipe aura lieu demain. Nicole Bricq est en charge du commerce extérieur et c'est Delphine Batteau qui devient ministre de l'écologie. Voilà, je vous dis à demain avec plaisir. Jamais dans l'histoire de la protection d'un site,
autant de gens se sont réunis à travers le monde pour protéger un site. Un parc national, forcément c'est le fruit d'un compromis. Et un compromis, en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose de mauvais en soi. Au contraire, c'est un peu le principe de la démocratie, quoi. On a allègrement dépassé les 700 heures et on a eu plus de 300 réunions diverses et variées. Et c'est quand on est arrivé à l'échéance ultime de la concertation officielle que les réactions ont été un peu vives. L'idée, c'est, on n'a pas dit non a priori. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive au non? C'est ça la vraie question. Une concertation bidon. Voilà, en bois. Non, ce n'était pas la guerre. Il y a eu quelques embuscades, quelques tentatives, quelques escarmouches, mais pas la guerre. Est-ce que tu as 5 minutes à m'accorder? Marseille, Vieux-Port, 10 h du matin. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord d'Hélios, première vedette à passagers hybrides diesel et électrique. Nous quittons actuellement le Vieux-Port de Marseille, à destination des Calanques que nous allons attendre d'ici à peu près 3 quarts d'heure. Comme tous les jours, des centaines de touristes découvrent l'autre Marseille, le massif des Calanques. Un site exceptionnel à la porte de la deuxième ville de France. Marseille est une ville qui est de plus en plus touristique, que les étrangers découvrent, que les Marseillais redécouvrent. Les Marseillais découvrent les Calanques, il y en a plein qui ne connaissent pas les Calanques, parce qu'elles sont difficiles d'accès. Nous allons bientôt pénétrer dans la première grande calanque, la calanque de Sormiou, qui est une calanque emblématique pour les Marseillais. Sur ce massif calcaire, tous les ans se croisent 1,5 million de visiteurs. Une affluence difficile à réguler et qui menace la biodiversité. Alors c'est sur ce territoire qu'a été créé le 19 avril 2012 le Parc national des Calanques. 10e parc français et 3e parc périurbain au monde, il est aussi maritime et terrestre. De Marseille à La Ciotat, en passant par Cassis, 158 000 hectares, dont 90% en mer. Fruit de 13 ans de travail, dont 2 ans de concertation avec la population, son accouchement a suscité de vives polémiques. La concertation, c'est toujours délicat parce qu'il y a beaucoup de points de vue à respecter, le point de vue des pêcheurs, des cabanonniers, des plaisanciers, avec des conflits d'intérêts entre toutes les professions. Mais je pense que ça a réussi à se faire quand même en harmonie avec un peu toutes les professions. Bon, certains se sentent lésés, c'est certain, hein, mais je pense que dans l'absolu, ça va être bien pour Marseille. Et si en plus de les protéger, on peut attirer du monde et les faire voyager dans de bonnes conditions, sur des bateaux qui respectent plus l'environnement, c'est tout parfait. Protéger la nature à la lisière d'une agglomération, une équation difficile et inédite. Première menace, les promeneurs. Quand je suis arrivé il y a 26 ans ici, il y avait 4 voitures sur le parking. Vous voyez maintenant c'est plein. Ça arrive par le bus, ça arrive par les cars. Et continuellement, et dans toutes les calanques, et ça traverse, et ça va d'un côté, ça reva de l'autre. Si on ne les aiguille pas, c'est la catastrophe. Une cueillette, elle n'est pas grave, mais une cueillette multipliée par